Lorsqu'en 1980, une mère et ses deux enfants se volatilisent, c'est l'incompréhension. Comment une famille a pu disparaître ainsi? Se sont-ils enfuis ou quelque chose de dramatique s'est-il produit? C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Le 13 septembre 1980, Virginia Oden sort de son logement accompagnée de ses deux enfants, Richard, 11 ans, et Regan, 10 ans. Ils montent dans la voiture familiale et ils prennent la route pour aller voir Gerald Oden, l'ex-mari de la jeune femme. Les heures s'écoulent et le jour laisse place à la nuit. Claire Martin, la mère de Virginia, est à la maison et elle s'inquiète en ne voyant pas revenir sa famille alors que la nuit avance. Elle en parle à son amie, Marie, présente chez elle et qui tente de la rassurer. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Prise d'un soulagement, la grand-mère court à la porte, mais elle est surprise de découvrir Gerald devant le logement. Et elle l'est d'autant plus lorsqu'il lui demande si Virginia et les garçons sont à la maison. Elle ne comprend pas. Ils sont partis des heures auparavant pour le rencontrer, donc quelque chose est anormal. Sa première idée est de se rendre directement au poste de police, mais Gerald tente de la raisonner. Il est trop tôt et ils ont peut-être seulement eu un problème sur la route, il vaut mieux aller vérifier avant d'alerter qui que ce soit. Claire accepte et les deux tournent dans la ville pendant des heures, sans repérer une trace de la famille. Excédée, la grand-mère se rend auprès des autorités et demande à lancer des avis de disparition. Étant donné qu'ils ont disparu depuis quelques heures, les policiers tentent de la calmer et de la faire patienter. Mais Claire ne se laisse pas faire et elle insiste pour remplir la déclaration de disparition. Elle sait qu'il faut agir au plus vite. Le lendemain, un policier se rend dans la ferme de Gerald et il le questionne. Celui-ci explique que Virginia devait venir avec les garçons pour qu'ils puissent passer du temps avec eux, mais elle n'est jamais arrivée à son domicile. Et pour aider les enquêteurs à comprendre la situation, il parle de sa rencontre et de son mariage avec la jeune femme. Les deux se sont rencontrés en septembre 1974 lorsque Virginia vendait un fusil de collection qu'elle avait obtenu de son grand-père. Gerald, passionné par les armes, avait pris contact et ils se sont rencontrés. L'alchimie fut immédiate entre eux et très vite une relation s'est créée. Mais en incluant Virginia dans sa vie, ce sont aussi les garçons qu'elle avait eus d'un précédent mariage qu'il devait inclure. Mais ça ne le dérangeait pas car il avait toujours rêvé d'être père. Les choses évoluent vite, le couple s'entend à merveille et Gerald prend une place de père auprès de Regan et de Richard. Il demande Virginia en mariage et ils célèbrent leur union 3 mois après. Puis, il décide de rendre sa relation avec les garçons plus officielle en les adoptant officiellement et en leur donnant ainsi son nom de famille. Richard et Regan avaient un père biologique, Jack Bird, mais celui-ci avait renoncé à ses droits et il n'avait pas de place dans leur vie. Mais finalement, les choses sont allées trop vite d'après Gerald et tout ça a eu raison de leur mariage qui s'est terminé quelques années après. Il s'est pourtant remis assez rapidement de cette déception amoureuse en faisant la rencontre de sa femme actuelle, Alice Oden, en 1976. La jeune femme venait d'arriver dans l'état du Wyoming et elle a fait la rencontre de Gerald et a entamé une relation avec lui. Là encore, les choses vont vite et ils se marient après 5 mois de relation. Il s'agit du 3e mariage de Gerald et aussi d'Alice qui a déjà 5 enfants de ses anciennes unions. Les relations avec Virginia sont restées cordiales et il continue de voir les garçons tout en payant une pension alimentaire chaque mois. Les jours qui suivent, les policiers et des volontaires parcourent les environs à la recherche des Oden, mais aucun signe d'eux, ni même du véhicule, n'est découvert. Une semaine s'est écoulée quand Claire reçoit un télégramme et en lisant le contenu, l'espoir la submerge. Il s'agit d'une lettre provenant de Virginia. Elle va bien. Elle s'excuse de ne pas avoir prévenu avant, mais elle a eu des problèmes, elle a dû partir rapidement avec les enfants. Elle ne peut pas lui dire où elle est et les raisons de son départ car cela pourrait mettre tout le monde en danger. Mais elle et les enfants vont bien, ils sont en sécurité. Cependant, le soulagement est de courte durée car les autorités font une découverte préoccupante. Le véhicule de Virginia est découvert sur le côté d'une route de montagne située à 70 km de son logement. Il n'est pas garé sur le côté, mais il est en dehors de la route, dissimulé en partie sous les feuillages environnants. À l'intérieur,
il n'y a personne, mais du sang est découvert à l'arrière et les tests révèlent qu'il appartient à quelqu'un du groupe A, le même que Virginia. Claire est anéantie en apprenant cette découverte. Elle prend conscience que sa fille ne s'est pas enfuie et que les chances de retrouver la famille en vie sont minimes. Et un nom de suspect lui vient en tête, Gérald, qui se plaignait de la pension alimentaire et qui finalement avait des disputes à ce sujet avec Virginia. Les policiers l'interrogent à nouveau avec sa femme. Celle-ci semble très émotionnelle, mais elle affirme ne rien savoir. Gérald, lui, devient physiquement malade en entendant les accusations de son ancienne belle-mère et il met fin à l'interrogatoire. Les mois s'écoulent jusqu'en 1981 quand Gérald se rue au poste de police et déclare que quelqu'un veut le tuer. Il explique qu'il a reçu plusieurs lettres anonymes lui disant qu'il doit payer pour ce qu'il a fait et dans laquelle il y a une référence à une tribu. Mais pour lui, ces anonymes sont les Premières Nations présentes dans la réserve One River. Ce sont eux les auteurs des menaces. Alors eux nient totalement les faits lorsqu'on les questionne, ils n'ont jamais pris contact avec cet homme et encore moins menacé de quelque chose. Une année s'écoule et en 1982, Gérald, Alice et sa fille Erika partent s'installer dans une ferme du Missouri proche de la famille de celle-ci. La vie était devenue difficile financièrement pour eux après la perte d'emploi de Gérald et ils espèrent que cette nouvelle vie leur permettra de mieux vivre. Leur comportement se modifie dans ce nouveau lieu. Alice se tourne de plus en plus vers la religion et elle devient un membre important de son église. Le couple s'adapte bien et lance plusieurs élevages de cochons. Mais du côté de l'affaire, ça ne bouge pas. Et Claire tente de trouver des pistes par tous les moyens, jusqu'à faire appel à un médium. Celui-ci se rend sur les lieux de la découverte du véhicule des Uden et il parle d'une étendue d'eau, possiblement la rivière des environs. Mais les fouilles ne donnent rien et l'affaire devient un cold case. 12 années se sont écoulées. Nous sommes maintenant en novembre 1992. Un jeune homme se présente au poste de police et il déclare avoir des informations à leur divulguer. Et cet homme n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Todd Scott et il est un des enfants d'Alice, issu d'un de ses anciens mariages. Sa mère lui a confié quelque chose des années auparavant et il sait qu'il doit en parler. Alors, cela ne concerne pas Virginia et les enfants, mais un ancien beau-père nommé Ronald Holtz. Lui et Alice se sont rencontrés en 1974 alors qu'il était un blessé de guerre et qu'elle travaillait à l'hôpital. Une amitié est née entre eux et très rapidement une histoire d'amour. À peine Ronald est sorti de l'hôpital que les deux se disent oui et s'unissent. Mais la relation tourne vite à l'orage car Ronald a des problèmes avec l'alcool et il devient rapidement violent. Alice ne supportait plus cette relation et une nuit, alors que Ron avait trop bu et s'est écroulé sur le lit, elle s'est saisie d'un fusil et elle lui a tiré une balle dans l'arrière de la tête, le tuant sur le coup. Après ça, elle a placé le corps dans un baril et l'a jeté dans un puits de mine de la région pour être sûre que personne ne le retrouve. Et tout le monde l'a cru lorsqu'elle a déclaré que son mari l'avait abandonnée et qu'il s'était enfui. Les enquêteurs sont stupéfaits par les confidences de Todd et ils se disent que si Alice a été capable de tuer son ex-mari, elle peut être impliquée dans la disparition de la famille Uden. Pour s'assurer de la véracité des dires de Todd, les policiers se mettent à la recherche de ce puits et ils en découvrent un, proche de là où Alice travaillait à l'époque. Des fouilles sont effectuées, mais seulement des ossements d'animaux sont découverts à l'intérieur. Sans preuve ajoutée, l'affaire stagne et elle est à nouveau mise de côté pendant 11 ans. C'est en 2005 qu'une équipe d'enquête rouvre le dossier et se concentre sur la piste de l'ex-mari. Des enquêteurs partent même rencontrer Alice au Missouri pour lui parler et lorsqu'elle entend le nom de Ronald, elle semble sur le point de s'évanouir. Mais elle se ressaisit et elle nie totalement les allégations de son fils. Elle lui a dit ça, oui mais c'était faux. C'était seulement une histoire qu'elle a inventée pour lui faire prendre conscience qu'il faut être prudent dans la vie. La vérité, c'est celle qu'elle avait dit à tout le monde, Ronald s'est enfui et il l'a abandonné. Bien sûr, les policiers ne sont pas convaincus par son explication, mais ils reviennent toujours au même problème. Ils n'ont aucune preuve contre elle ou bien même contre Gérald. Et ce jusqu'en 2013, lorsque des fouilles dans le puits de mine donnent enfin un résultat concret. Un baril contenant des ossements humains a été retrouvé et des comparaisons ADN permettent d'affirmer qu'il s'agit de Ronald et qu'il a bien reçu une balle au niveau du crâne. Tout concorde avec les dires de Todd, il l'a dit vrai.
Le 26 septembre 2013, Alice, 74 ans à présent, est convoquée au poste de police. Dès son arrivée, l'enquêtrice lui montre une photo de Ronald, lui demandant si elle le connaît. Alice ne semble pas se rappeler de cet homme et lorsqu'elle apprend qu'il s'agit de Ronald, elle indique ne pas se rappeler de lui avec cet aspect physique. La policière continue et elle lui présente une photo des ossements de l'ex-mari et lui indique qu'il s'agit aussi de Ronald. Puis sans lui laisser le temps de réagir, elle dit à Alice qu'elle sait qu'elle l'a tué. Face aux éléments de preuve, elle abdique et elle admet l'avoir fait, mais par légitime défense. Ronald était horrible avec elle, il la maltraitait et il avait menacé de s'en prendre à la petite dernière, Erika. Elle voulait l'empêcher de lui faire du mal à elle et à sa famille, alors elle l'a tué. Par contre, quand on la questionne au sujet de Virginia et des garçons, Alice maintient sa position. Elle ne sait rien à leur sujet. Elle est finalement arrêtée et accusée de meurtre avec préméditation sur la personne de Ronald. En parallèle, Gérald, qui était sur la route avec son camion, rentre chez lui sans savoir ce qu'il s'est passé. À son arrivée, il découvre des agents du FBI qui l'informent que sa femme a été arrêtée, mais il ne lui précise pas pourquoi. Et Gérald pense immédiatement qu'elle a été arrêtée vis-à-vis de la disparition de son ex-femme et de ses enfants. Alors il déclare qu'ils ont fait une erreur. Alice n'est pas responsable, car c'est lui qui les a tués. Et il se met à raconter les événements qui se sont déroulés le 13 septembre 1980. Ce jour-là, il a entraîné Virginia et les garçons dans une zone boisée et isolée en prétextant qu'ils allaient observer les oiseaux. Arrivé sur place, tout le monde est sorti du véhicule et lui marchait en arrière. Il a pris son fusil et sans une once d'hésitation, il a tiré sur Virginia et l'a tuée. Il a répété la même chose sur Richard. Et Regan, lui, a tenté de courir et d'échapper à son père adoptif, mais dans sa course, il a chuté, permettant à Gérald de le rattraper et de le tuer. Il a ensuite placé les corps dans le véhicule et les a jetés dans un puits de mine et plus tard déplacés dans le lac Fremont. L'horreur ne s'arrête pas là car il confie qu'il devait tuer une autre personne, Claire, la grand-mère, car celle-ci était la seule à savoir que Virginia devait venir le voir. Mais lorsqu'il est arrivé au logement, il a découvert qu'elle était avec une amie, alors il ne l'a pas fait. Les corps n'ont malheureusement jamais été découverts. Et concernant la question du mobile, Gérald parle de la pression qu'Alice lui mettait et des problèmes que Virginia créait. Il dit qu'Alice détestait son ex-femme et qu'elle ne supportait pas l'idée de payer 150 $ de pension par mois. Elle lui répétait qu'il ne pouvait pas se laisser faire comme ça et que la situation la rendait malheureuse. Il a voulu protéger son couple et a décidé de les faire disparaître pour ça. Mais il affirme que c'était son idée et qu'Alice n'a rien su et n'a jamais su. Le 1er novembre 2013, Gérald plaide coupable pour 3 meurtres avec préméditation et il est condamné à 3 peines à perpétuité. Vient au tour d'Alice de faire face à la justice en mai 2014 pour le meurtre de Ronald. Son avocat tente d'utiliser la justification de légitime défense pour atténuer la peine de sa cliente, mais les jurés ne croient pas en cette version. Alice est déclarée coupable, elle est condamnée à une peine à perpétuité avant de finalement mourir en prison 5 ans plus tard. Gérald, qui avait toujours clamé qu'Alice n'avait rien à voir avec les 3 homicides de sa famille, change soudainement de version 2 jours après le décès de sa femme. Il met toute la faute sur elle et il fait une demande d'appel en 2019, mais elle est rejetée. La vérité est enfin connue de tous, mais une personne n'a pas obtenu les réponses qu'elle espérait à temps. Claire a perdu la vie seulement quelques mois avant les confessions de Gérald. Et de ce fait, elle n'a jamais su ce qui était vraiment arrivé, même si elle a toujours soupçonné Gérald d'être le responsable. Jusqu'à son dernier souffle, elle a demandé aux policiers de ne pas baisser les bras et de découvrir la vérité. Gérald et Alice se sont bien trouvés, montrant l'apparence d'un couple pieux, uni dans la vie, mais en réalité, ils formaient un couple de tueurs. En tout, ce sont 4 membres de leur famille qui ont été victimes de leur cruauté, et ils ont réussi à vivre tranquillement leur vie pendant de longues années. Mais tôt ou tard, la justice rattrape les coupables, et même s'ils ont pu vivre une vie confortable, la fin ne l'est pas autant. J'ai tout de même une pensée pour la fille d'Alice, la petite Erika, qui a découvert que sa mère et l'homme qu'elle considérait comme son père avaient commis des faits horribles, lui enlevant ses demi-frères. Ses parents, qu'elle voyait prier pour le retour de Virginia et des garçons, cachaient en eux une part d'ombre qu'elle ignorait.
Une femme capable de tuer son mari et un homme qui est allé jusqu'à tuer son ex-femme et ses enfants, et ceux sans montrer le moindre remords pour ce qu'ils ont commis. De mon point de vue, je ne pense pas qu'Alice ignorait ce qu'il était arrivé à la famille Uden. Même si elle n'est pas directement responsable, je pense qu'elle a largement contribué à pousser Gérald à commettre ces actes ignobles. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais j'ai le sentiment que chacun savait quel crime avait commis l'autre et que c'est aussi cet aspect malsain qui les a autant unis. Il faut maintenant espérer qu'un jour les corps soient retrouvés et qu'enfin Virginia, Richard et Regan puissent enfin reposer en paix. Eux qui ont été trahis par une personne proche d'eux, ces deux enfants qui aimaient leur père, ce même père qui leur a volé leur vie. C'est tout pour cette affaire. Si le contenu vous a semblé intéressant, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.